La semaine a été riche en événements. Merci d'être avec nous dans cette édition rétrospective. À la une, Coupe de la Confédération africaine de football, les deux clubs congolais engagés, à savoir Mazembe et V-Club, accèdent au quart des finales après avoir respectivement battu hier CO Sport d'Abidjan par 1-0 et imposé à Kaizer Chiefs un nul de 1 but partout. Vieux bus Mercedes descend s'est appelé esprit de mort. Le moratoire en cours serait le dernier. Le gouvernement vient de trouver un palliatif. Des minibus pimpant neufs vont les remplacer. Enfin, ça chauffe dans les territoires de Lubero, Nord Kivu. Les enseignants n'y jurent que par leur salaire volé par des bandits armés. Le CIECO demande à la Caritas de restituer cette somme volée. Les enseignants de Kinya, Onyonga, Kirumba, Kaina, Kaseye, Kikuo, Kaira, Kanangi, Luofu et Miriki, en territoire de Lubero, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, réclament leur salaire du mois de mars. Un convoi de la Caritas qui a porté leur enveloppe salariale estimée à 81 millions de francs congolais a été attaqué il y a 4 jours par des bandits armés sur la route qui relie Kiwanja et Butembo. Selon les sites onusiens qui livrent l'information, des sources de la région affirment qu'une intervention des militaires a empêché les assaillants d'emporter tout l'argent. Seuls 37 millions de francs congolais ont été récupérés sur les 81 millions que ramenait l'ONG catholique. Le syndicat des enseignants du Congo à Lubero a demandé depuis samedi 29 mars à la Caritas de restituer la somme volée, soit 44 millions de francs congolais, afin de payer les enseignants de cette partie du Nord. C'est une affaire à suivre. Renforcer la lutte contre les violences sexuelles dont les femmes sont encore victimes, c'est l'essence de la rencontre internationale à Genève à laquelle ont pris part la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, et sa collègue de la Justice et Droits Humains, Wivine Mumba Matipa, en marge de la 25e session du Conseil des droits de l'homme. Cette rencontre, organisée en marge de la 25e session du Conseil des droits de l'homme, a réuni plusieurs personnalités représentant des organismes internationaux et des agences du système des Nations Unies. Objectif, renforcer la lutte contre les violences sexuelles dont les femmes sont encore victimes. Parmi les intervenants ce jour, 2 membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Geneviève Inagosi, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, et Wivine Mumba, ministre de la Justice. Les deux ont fait part à l'assistance des progrès réalisés ces jours par le pays de Joseph Kabila, ainsi que des défis qui restent encore à relever. Les violences sexuelles et violences basées sur le genre constituent une forme de discrimination et de violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine. Elles ne sont ni immuables, ni inévitables, et encore moins une spécificité de la République démocratique du Congo, qui fait la douloureuse et longue expérience du fait de la guerre que lui impose principalement certains de ses voisins. Un véritable plaidoyer, un appel à la mobilisation de tous les États a été également fait par Geneviève Inagosi, ministre du Genre de la RD Congo. Les violences sexuelles sont étroitement liées au cycle des guerres que notre pays a connu. Et pour ça, la réponse est si simple. Si nous voulons éradiquer les violences sexuelles, commençons par terminer la guerre. Commençons par éradiquer les groupes armés. Commençons par soutenir les efforts de pacification du président de la République. Il y a également un problème pour les ressources qui sont consenties pour les violences sexuelles. L'évaluation de cette stratégie a démontré que les ressources en millions de dollars qui sont consenties pour les violences sexuelles en République démocratique du Congo n'ont pas produit des résultats escomptés en termes de changements obtenus. D'où la nécessité d'une bonne coordination de toutes les interventions en rapport avec les violences sexuelles. Condamnation des actions menées par les mouvements rebelles encore actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo est un des points qui a sanctionné la clôture du sommet des chefs d'État des pays de la région de Grand Lac, Sirgel, tenu à Luanda, en Angola, sommet auquel a pris part Joseph Kabila Kabange aux côtés de ses pairs. C'est à Luanda, capitale angolaise, que s'est tenu le sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs qui ont condamné les actions menées par les mouvements rebelles dans le Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. En plus des pays membres, l'Afrique du Sud, qui n'est pas membre de la Sirgel, a également pris part à ce sommet comme invité. Joseph Kabila y était également présent sur les lieux, aux côtés de ses pairs, le Rwandais Paul Kagame et le Congolais Denis Sassou Nguesso.
Le président angolais a appelé à neutraliser les forces négatives à l'œuvre à l'est de la RDC, dénonçant expressément deux mouvements dans l'Alliance des forces démocratiques, Armée nationale de libération de l'Ouganda, ADF-NALU, et les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Joseph Eduardo dos Santos, président de l'Angola, dont le pays occupe la présidence de cet organe depuis le début de cette année, a en outre fait savoir qu'il était plus que temps de lancer des actions multidisciplinaires sur le plan politique, social et militaire si cela était nécessaire, tout en soutenant que ces incidents néfastes doivent être contrôlés par les autorités compétentes afin d'éviter qu'ils ne constituent une menace pour la stabilité de la région. Après avoir mis en déroute les rebelles du M23, l'armée congolaise et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo mènent depuis décembre 2013 des opérations contre l'ADF et les FDLR. Autre gros titre de l'actualité cette semaine, l'exploitation des ressources naturelles en République démocratique du Congo rime bien avec des voies de communication, électrification des coins et recoins du pays. La deuxième édition de la conférence minière a soulevé cet aspect responsable, passant par une gestion rationnelle et une mise en place des axes stratégiques efficaces pour un partenariat gagnant-gagnant. Je vous propose un extrait de l'adresse du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. On écoute. Mesdames et messieurs, pour tirer profit des ressources naturelles importantes et diverses dont regorge notre pays, nous devons disposer des voies de communication qui permettent d'assurer leur évacuation. Une attention particulière doit être accordée à la construction des principaux corridors de transport, associant routes, chemins de fer et voies navigables avec les bananas comme point de jonction avec la mer et traversant le pays du sud au nord, de l'est à l'ouest. L'amélioration de la fluidité de ces corridors, connectés à quelques voies du centre, désenclavera une grande partie du pays, permettant ainsi d'améliorer l'intégration du territoire national et, par ricochet, de contribuer au développement des échanges dans la sous-région, ce qui entraînera la réduction des coûts de transport et, par la même occasion, rendra nos ressources naturelles compétitives sur le marché international. Mesdames et messieurs, comme les représentants des forces vives de la nation l'ont souligné lors des travaux des concertations nationales, la transparence et la gestion durable des ressources naturelles n'auront de sens pour nous que si elles améliorent le niveau de vie de nos populations, préservent la biodiversité et assurent la prospérité de notre projet. C'est dans ce sens que je voudrais vous convier à réfléchir afin de donner au gouvernement et aux instances concernées des pistes et des solutions efficaces. Mesdames et messieurs, la paix retrouvée dans la province du Nord Kivu donne une nouvelle opportunité aux opérateurs économiques de s'y établir et d'investir dans des projets durables, facteurs de stabilité et sources d'emploi pour les jeunes, aujourd'hui cible privilégiée des groupes armés. Je les invite à saisir cette opportunité. La tenue des assises de Goma témoigne le retour de la paix dans cette partie du pays longtemps meurtrie par la guerre. Conviction de la mission onusienne pour la stabilisation du Congo. Son patron Martin Kobler l'a dit lundi depuis la ville volcanique alors qu'il venait de s'entretenir avec le Premier ministre. La tenue de cette deuxième conférence minière à Goma, une note de satisfaction pour la MONUSCO. Une vraie preuve du rétablissement rapide et successif de la paix dans cette partie du pays, longtemps meurtrie par des conflits armés à répétition. Le message de Martin Kobler, le numéro 1 de la MONUSCO, qui a échangé quelques minutes avant l'ouverture des travaux avec le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo. Ce sont des mots tirés du nez, sous une pluie battante. Je l'ai félicité d'avoir arrangé cette conférence, parce que les mines, l'agriculture, à Goma, c'est très important et c'est très bien
d'avoir cette première conférence ici. Et je félicite le gouvernement, je vais l'exprimer au Premier ministre du fond de mon cœur, que c'était très bien de l'arranger ici. Parce que maintenant, c'est le temps de développer la région, de développer les territoires qui ont été libérés. La MONUSCO soutient les efforts du gouvernement et des conférences. Je me suis déplacé la semaine dernière à Tongo, j'étais à Kamango, je connais maintenant les lignes de combat et je crois qu'on progresse très bien. La MONUSCO confirme encore et encore son soutien à la République démocratique du Congo pour son développement. Et sachez que la mission onusienne pour la stabilisation du Congo ne nous quittera pas de sitôt, car son mandat a été renouvelé d'1 année. La requête de Martin Kobler, introduite au Conseil de sécurité pour une nouvelle prorogation, a été jugée recevable. Entre-temps, les casques bleus ne se dérobent pas de leur mission de soutien au FARDC dans l'est du pays, où sévissent toujours des forces négatives résiduelles. Compassion aux plus de 113 naufragés du lac Albert, ces réfugiés qui quittaient l'Ouganda pour la République démocratique du Congo. Sachez qu'un deuil national de 3 jours venait d'être décrété depuis jeudi avant midi. Porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, qui l'avait annoncé face à la presse jeudi. 3 jours de deuil national, c'est la décision du gouvernement en solidarité et en compassion de la nation congolaise envers les familles des 251 réfugiés congolais victimes des naufrages dans les lacs Édouard. La décision du gouvernement était rendue publique devant la presse par Lambert Mende ce jeudi, le jour de son entrée en vigueur. Le ministre de la Communication et Médias invite les médias publics d'adapter leur programme à cette circonstance douloureuse. De ce jeudi à samedi, les drapeaux aux couleurs nationales de la République démocratique du Congo seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, ils étaient au total près de 300 réfugiés congolais en majorité du territoire de Watalinga qui avaient pris place à bord d'un bateau de fortune le samedi 22 mars pour traverser le lac Albert. Malheureusement, leur embarcation a chaviré, causant ainsi la disparition de près de 113 personnes. Plus de 40 personnes ont survécu selon le bilan provisoire. Et parlons de la conférence des ministres de PTN-TIC de la SADC où la République démocratique du Congo a été représentée par son ministre de tutelle, le Trifon Kinké Mulumba, a emmené la population à s'approprier le téléphone portable par le haut débit grâce à la fibre optique et laisser circuler le téléphone en zone SADC en détaxant le roaming. Voilà 2 thèmes abordés notamment au cours de ces travaux. S'il était inventé au départ pour passer et recevoir des appels, expédier et recevoir des textos, le téléphone portable est désormais plus que ça. Il est désormais le moyen par excellence de créer une économie numérique et permettre à nos populations, grâce à ses capacités de communication, d'entrer en contact en temps réel avec les marchés étrangers, échanger des produits en temps record et c'est là pour favoriser aussi la réduction de la pauvreté. Imagine un monde qui n'aurait pas aujourd'hui l'Internet. Ce serait un non-sens. Donc, tout en restant chez nous, grâce justement à la fibre optique qu'on est en train de placer, grâce au haut débit, qui est une réalité dans certaines parties de notre pays et qui va l'être encore à travers tout le pays, eh bien, le Congolais va se prendre en charge, le Congolais va être le citoyen du monde, il va pouvoir converser avec le monde, avec le marché, eh bien, les niveaux de développement humain va accroître terriblement. La fibre optique est la clé du développement. Les ministres des PTN-TIC des pays membres de la SADC ont également fait le point sur le projet de migration de la télévision analogique au numérique terrestre repoussé en commun accord en 2015, mais aussi de l'état de lieu de leurs services postaux. Le ministre congolais Trifon Kinké Mulumba a dévoilé les efforts entrepris par le gouvernement de la RDC pour réhabiliter la poste congolaise. Ils ont jusqu'à demain, lundi 31 mars, pour s'acquitter de leurs impôts sur les bénéfices et profits. La Direction générale des impôts a lancé un appel à tous les contribuables qui exercent des activités lucratives à s'y conformer. Une déclaration rendue publique à l'issue d'une conférence de presse animée à l'hôtel des impôts par son directeur général adjoint.
Ils ont traversé le fleuve Congo pour Kinshasa afin de rencontrer leurs homologues. Eux, ce sont les experts de la Direction générale de douane et droits indirects venus participer à la 6e réunion mixte sur l'accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Au cours de cette commission mixte DGDA-DGDDI, plusieurs points seront épinglés, notamment le point sur le trafic des marchandises entre les deux pays. La commission mixte DGDA-DGDI s'est réunie dans le but de rendre effectif et d'assurer la mise en œuvre de l'accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière en vue de la réalisation des objectifs entre nos deux administrations, notamment dans la lutte contre la fraude et l'optimisation de la mobilisation des recettes de nos deux États respectifs. Pour la délégation de la DGDDI, cette rencontre est très bénéfique pour les deux Congos. Je voudrais vous adresser tous mes remerciements et souhaiter à nos frères, aux uns et aux autres, en tout cas un bon courage dans les travaux que nous avons accomplis pour le bien-être de nos deux républiques. Parce que ce que nous faisons, c'est pas pour nos administrations, mais pour que nous puissions apporter les moyens de leur politique à nos deux gouvernements. Cette réunion mixte DGDA-DGDDI durera 3 jours, soit du 26 au 28 mars, afin d'améliorer la collaboration entre les deux administrations. On en vient au processus électoral. La télé sur l'évaluation à mi-parcours de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et des stabilisations des cartographies opérationnelles s'est clôturée à Kinshasa. L'objectif était de recueillir du secrétariat exécutif national dépêché dans le Bandundu ainsi que leurs expériences vécues sur les terrains. La Commission électorale nationale indépendante, le secrétariat exécutif national et la mission d'organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo mettent les bouchées doubles pour des scrutins fiables. Pendant 3 jours, plus de 80 délégués de leurs structures politiques ont monté une stratégie devant lever les obstacles liés notamment au manque de présélection des candidats, du retard dans l'acquisition du matériel et autres absences des textes réglementaires. 3 jours durant, vous avez procédé à l'évaluation sans complaisance de l'opération menée dans les provinces de Bandundu et de l'Équateur, répertoriant ainsi au passage les contraintes et les faiblesses du système actuel. De votre expérience de terrain, nous concluons tous à la nécessaire émergence d'une approche nouvelle, plus dynamique et surtout mieux adaptée au contexte actuel, au plan politique, technologique, social et éthique. Mesdames et messieurs les participants, au scrutin à venir, la CENI sait désormais comment s'y prendre pour éviter les reproches qui lui ont été faites lors du dernier scrutin. Ces assises permettront à coup sûr à la CENI d'organiser les élections prochaines fiables et réellement crédibles. On ne peut pas parler développement sans transport, un transport de qualité et à moindre risque pour le confort et la sécurité des passagers. Le gouvernement de la RDC vient en appui au secteur du transport privé grâce à des minibus qui seront accordés à crédit aux détenteurs des Mercedes 207. Les tests de ces nouveaux engins ont eu lieu à la place du cinquantenaire hier samedi. Je vous laisse tour à tour suivre le ministre du Transport et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangungo, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ainsi que la population quinoise bénéficiaire de ces nouveaux véhicules. Aujourd'hui, dans ce secteur de transport, 90 bis sur 250 qui ont été achetés, commandés par les gouvernements, s'ils font propre cette fois-ci au bénéfice des privés. Il s'agit d'un programme très illuminé appelé Esprit de vie, tout simplement parce que le chef de l'État et vous-même, notre chef du gouvernement, vous avez décidé de faire vraiment une riposte à ces phénomènes décriés par les Quinois
dénommé Esprit des morts. C'est une riposte, non seulement sémantique, parce que l'esprit des vies, c'est contraire à l'esprit des morts, mais aussi réel parce que c'est dit concret. Et nous allons faire en sorte que ce programme soit réellement concret. Depuis des années, on a eu des financements, secteur des transports. Il y a eu des acquisitions de bus, très souvent à travers la coopération. Et très souvent, l'État est resté un peu en marge de toutes ces choses. Mais voilà qu'avec votre gouvernement, avec la vision du chef de l'État, d'abord, l'État a à 100%, je dis bien, acheté et mis en place tous les bus de transport. Voilà une rupture. La révolution de la modernité, comme l'a dit toujours le chef de l'État, c'est la rupture avec le passé. Et le chef de l'État a promis un transport décent, un transport confortable à la population, non seulement de Kinshasa, mais la population de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous avons lancé le programme Transco qui réussit très bien. Et nous avons pensé aussi qu'il faut, conformément à la vision du chef de l'État, de créer une classe moyenne, permettre au secteur privé congolais d'acquérir des bus de qualité. Et là, le gouvernement a, sur fonds propres du gouvernement, sorti un financement pour acheter des bus qui vont être attribués sous certaines conditions aux opérateurs privés de Kinshasa. Ils vont utiliser les bus de manière confortable en remplacement des fameux 207. C'est pas le gouvernement qui a et ça peut bien pour 207 mais nous pas on est quand même qui pas l'aise. Donc comme en cas d'accident attaque salami dégâts mais mais na 207 na baba ceux qui font un brisque maman na dégâts Je suis congolais, j'aime mon pays. Je suis très fier de l'acte posé par le gouvernement. C'est un acte très responsable. Aucun développement n'est envisageable si les secteurs de transport n'est pas assuré. En tout cas, cette initiative est la bienvenue. Nous encourageons le gouvernement à continuer à multiplier ce genre d'initiatives. Comme le gouvernement leur permet d'accéder au crédit, nous pensons sincèrement que c'est une très très bonne chose. Et ça va permettre à ce que le charroi automobile de transport pour la ville de Kinshasa soit amélioré. Quittons la capitale pour le Kasaï occidental où les travaux de réhabilitation des routes avancent à une vitesse de croisière sur l'axe reliant la ville de Kananga au Kasaï occidental à celle de Kabambouji en Angola. Des travaux exécutés par l'entreprise chinoise Crexet et pour s'en convaincre, le chef de l'exécutif provincial, Alex Kandemupompa, a effectué une descente sur les sites. Lancé le 19 janvier dernier, les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji à la frontière avec l'Angola se déroulent normalement. Soucié de palper du doigt l'exécution, Alex Kandemupompa, gouverneur du Kasaï occidental, décide d'abandonner son bureau climatisé pour se rendre jusqu'au niveau de Kalongampoi, à une cinquantaine de kilomètres, transformé en plein chantier. Cette inspection lui a permis d'obtenir des informations nécessaires sur le respect du délai imparti auprès des ingénieurs de la société Crexet qui exécute les travaux. C'est une petite tournée d'inspection pour voir un peu comment évoluent les travaux de la route Kalambambouji. Non, c'est très bon, le travail est bien fait. Pour le moment, je vois qu'ils ouvrent et après, ils vont stabiliser la route, mais je suis content. Normalement, 9 mois. Ça veut dire qu'on est ramené à 200 jours, ce qui revient à 6 mois, 7 mois. Donc nous restons dans la marge de 9 mois. Les habitants du secteur de Matamba, par où passe cette route, sont contents. Merci grandement, monsieur son excellence, monsieur le gouverneur Kandemupompa, son excellence, puisqu'il nous a rendu un bon service concernant notre province. En tout cas, nous lui disons grandement merci. Le chef de l'exécutif provincial se sera donc fait une nette idée de la réalisation de ce chantier routier. C'en est fini pour cette édition rétrospective. Merci de votre attention particulière. Plus d'infos au www.bon-tv.com.